Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en Ile-de-France. Les tracteurs qui ont convergé vers Paris ce jeudi n'auront pas fait plier Bruxelles. Une majorité d'États membres de l'Union européenne vient de donner son feu vert à l'accord avec le Mercosur. Dès lundi, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, pourrait se rendre au Paraguay afin de signer ce traité commercial avec l'Amérique latine. La colère agricole va-t-elle s'amplifier? Quelles seront véritablement les conséquences pour le monde paysan? On en parle en tout début d'émission. Nous ouvrirons ensuite notre page culture avec cette exposition qui se tient actuellement au musée Guimet à Paris. Vous êtes fan de Goldorak, de Dragon Ball Z, peut-être même de City Hunter. Alors nul doute que cette rétrospective va vous passionner puisque nous allons revenir sur l'histoire très passionnante du manga. Et enfin, nous accueillerons sur ce plateau la rockstar des sorties, Bernard Babkin, journaliste culture à Madame Figaro, qui nous livrera sur ce plateau justement ses recommandations théâtre pour le week-end. Allez, il est temps pour moi de vous présenter les invités qui vont m'accompagner lors de cette première partie. Patrick Legras, bonjour. Bonjour. Vous occupez la fonction de porte-parole Grand Culture à la coordination rurale. Non, président des Hauts-de-France. Président des Hauts-de-France. Ça, c'était la dernière fois qu'on s'est vu. Ah oui, mais vous voyez, vous évoluez beaucoup trop vite dans votre carrière. Eh bien écoutez, voilà, c'est corrigé. Merci en tout cas d'être sur ce plateau. Alain Fontaine, vous gérez le restaurant Le Mesturet. Vous êtes président de l'association française des maîtres restaurateurs. Ça n'a pas bougé de votre côté? Non, du tout. Tout va bien. Bonjour en tout cas, soyez le bienvenu. Et nous aurons également Éric Delachesnais qui viendra nous rejoindre sur ce plateau dans un très court instant, qui est journaliste et spécialiste des questions d'agriculture et de ruralité au Figaro. Alors, comme je disais tout à l'heure en introduction, plusieurs centaines de paysans sont parvenus à rentrer dans la capitale ce jeudi avec leurs tracteurs. L'objectif, interpeller les pouvoirs publics sur leur quotidien qui devient, c'est vrai, de plus en plus asphyxiant. Nous allons en parler d'ici quelques secondes avec vous, messieurs, mais tout d'abord, je vous propose d'écouter ce témoignage, celui de José Pérez, membre de la coordination rurale. Aujourd'hui, il y a d'autres problématiques, c'est la problématique du revenu agricole. Aujourd'hui, les agriculteurs ne s'en sortent plus, on n'a plus de revenus, on crève dans nos fermes, les agriculteurs se suicident par manque de revenus, et ça, c'est plus possible. Et on a proposé au gouvernement, vu qu'il était complètement incapable de proposer quelque chose, lui, de signer un moratoire sur toute la réglementation franco-française, au moins sur les 10 ans qui arrivent. Ça permettrait aux agriculteurs de se remettre à produire, d'avoir moins de contraintes, d'avoir moins de normes et de se remettre à travailler parce qu'aujourd'hui on n'y arrive plus, c'est plus possible, quoi. Patrick Legras, ce qui me frappe dans ce témoignage, ce sont les mots qu'emploie ce membre de la coordination rurale: contraintes, normes, suicide, réglementation. J'ai l'impression qu'à chaque crise, à chaque mouvement, on entend à peu près le même lexique. On a l'impression finalement que rien ne bouge. Depuis 3 ans où je suis venu sur votre plateau, rien n'a bougé, à part les gouvernements. Ouais. Encore au mois de février, je pense que M. Macron va venir, peut-être relever les bras et dire oui, je vous ai compris. C'est-à-dire qu'on a des agriculteurs qui veulent nourrir et gagner leur vie en nourrissant nos concitoyens français. Et de l'autre côté, on a des technocrates qui nous donnent la façon dont on doit réfléchir l'agriculture de demain. En fait, on doit être des petits soldats. Ils ont réfléchi pour nous, ils ne connaissent pas le monde agricole, mais c'est tout. C'est un choix qui est fait par même pas eux, puisque maintenant, on le voit bien, c'est l'Europe qui a la main. Et c'est le pot de terre contre le pot de fer, sauf que ce que je voulais dire quand même en 30 secondes, c'est que notre nouveau président, Bertrand Vantaux, a gagné la bataille de Paris. Je dis, il a gagné la bataille parce qu'enfin, grâce à ça, le président, qui a eu des soubresauts d'annonces sur le Mercosur, a dit qu'il ne signerait pas cet accord, et c'est quand même un point important, parce que là on est parti sur une guerre, puisque la bataille est gagnée, sur une guerre, parce qu'on va attaquer ce Mercosur qui ne répond en rien sur l'écologie, qui ne répond en rien sur la pollution carbone. 75 millions d'hectares sont détruits au Brésil, donc on a un microcosme européen, parisien hélas, même si je suis sur Paris, qui a réfléchi pour ceux qui travaillent comment allait être l'agro-industrie de demain. Il y a vraiment une fracture entre ceux qui décident et ceux qui sont sur le terrain dans les champs, très clairement, c'est ce que vous dites. Non seulement il y a une fracture, mais il y a une incompréhension. Parce que la fracture, si on avait des gens qui nous écoutaient, tandis que là, on n'a pas d'écoute. À chaque fois, chaque année, à chaque rencontre, on nous dit on vous a compris. Et la dernière, c'est le record, puisqu'on vient de parler entre nous des fêtes de Noël. Le 24 décembre, on vient nous faire une nouvelle réglementation sur l'utilisation et l'enregistrement des produits phytosanitaires. Donc ça veut bien dire que d'un côté, on nous dit on va voir ce qu'on peut améliorer, et de l'autre côté, on remet des contraintes. Donc c'est du gros foutage de gueule.
Alain Fontaine, en quoi les restaurateurs sont-ils directement aussi touchés par cette colère paysanne? C'est intéressant que vous le rappeliez, parce que je rappelle, vous gérez un restaurant à Paris, le Mesquier. Ouais, on est complètement liés, et les maîtres restaurateurs aussi, parce que nous, on est obligés de travailler avec l'agriculture française. Donc on est complètement liés, et pour nous, on a toujours été très proches, très solidaires du milieu agricole. Alors, pourquoi? Il faut quand même parler de choses. Les restaurateurs existent depuis très longtemps, presque pas aussi longtemps que l'agriculture, heureusement d'ailleurs, mais en 1900, il y avait 8 millions d'agriculteurs en France. 8 millions. 8 millions. Dans les années 50, 5 millions. Aujourd'hui, 496 000. Vous pouvez prendre le même chiffre. 396 000. Alors, ça a encore baissé. Alors. Et vous prenez, par exemple, les bistrots et les cafés en France, 508 000 en 1900. Dans les années 50-60, 200 000. Et aujourd'hui, on en a moins de 40 000. La baisse des deux secteurs est assez concomitante. Oui. Pourquoi? Parce que moi, je dis simplement une chose, c'est que l'agriculture, tout comme les bistrots et les cafés en France, que M. Macron, lundi soir, a annoncé qu'il soutenait la candidature pour l'UNESCO. Bravo. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais la même chose, l'agriculture, vous avez des choses en France qui doivent être sanctuarisées. J'ai pas dit muséifiées, j'ai dit sanctuarisées. C'est-à-dire que l'agriculture française doit être sanctuarisée, comme les bistrots et les cafés, il faut y faire attention parce que ça fait partie de notre ADN. Il y a la mondialisation, c'est très bien, elle profite pour certaines choses, mais pas pour des secteurs comme ça qui sont ce que nous sommes nous. Moi, quand j'entends, et je vais vous dire un mot grossier, j'en suis désolé, quand j'entends des salopards qui disent il y a trop d'agriculteurs ou qui disent il y a trop de restaurants, mais c'est une honte de dire ça. Parce que quand vous avez 22 000 communes en France, où il n'y a plus de café, il n'y a plus de commerce, donc de facto plus de café, plus de bistrot, c'est-à-dire que les agriculteurs, non seulement ils ont des angoisses et des peurs, mais en plus, ils sont dans un désert médical, ça on le savait, mais un désert de sociabilité totale. C'est que ces gens-là qui sont sur les agriculteurs, c'est pas de la contestation, hein. C'est un cri d'angoisse, parce qu'ils sont en train de crever au fil des années. Et ils disparaissent sur l'autel de la mondialisation. Donc c'est pour nous que c'est pour ça que les restaurateurs, on est solidaires, parce que la restauration traditionnelle également est en train de disparaître. Donc le combat est exactement le même. Absolument. Et c'est vrai qu'on a entendu des témoignages très forts sur les chaînes de télévision d'agriculteurs qui sont totalement exaspérés. Ce jeudi, on a vu des images de routes bloquées, de fumée, de colère très fortes qui ont été exprimées. Jusqu'où les agriculteurs sont-ils prêts à aller pour se faire entendre ? La profession agricole est celle où il y a le plus de suicides. C'est quasiment un par jour. Les gens qui sont montés, qui ont fait plusieurs centaines de kilomètres, voire je pense que le record, c'est les Pyrénées, ou 1300 kilomètres. C'était leur montée de leur dernière chance. C'était pour eux un cri du cœur. Et ils ont suivi notre mouvement justement pour dire on va arriver à quelque chose. La pire insulte qu'on pouvait leur faire, c'est le lendemain de leur manifestation de dire, un peu comme nous, on vous emmerde, on signe. Parce qu'en fait, c'est ça. Ça devait être signé le 12, peut-être le 18, c'est signé encore plus tôt. Ça veut bien dire que tout était fait. Et je vous répète, aujourd'hui, ce que l'on veut, et si je suis là, c'est pas pour se plaindre, parce que je peux vous dire que je pourrais vous montrer plein d'SMS depuis hier où les gens sont écœurés. J'espère qu'il n'y aura pas de choses plus graves, parce que je peux vous dire qu'on essaye de remonter le moral. On a tous, dans nos amis agriculteurs, on a tous perdu un ami qui s'est suicidé ou même plusieurs. Là, aujourd'hui, ce que l'on demande, et si je viens ici, c'est vraiment pour se battre, pour dire que la réglementation, elle est vraie en France, mais elle n'est pas géométrie variable. Et aujourd'hui, en acceptant la signature du Mercosur, on renie les 20-30 ans d'efforts qu'on a fait dans la restauration, dans les produits phytosanitaires, dans l'agriculture, parce que le business a dit qu'il fallait faire cet accord pour vendre des voitures allemandes. C'est clair. Donc, nous, à ce niveau-là, là, on a monté très vite, depuis, ça fait déjà 6 mois qu'on travaille dessus, mais depuis 1 mois, on a monté une grosse association qui va s'appeler Réveil des terroirs. Là maintenant, puisqu'on l'a encore dit ce matin, bon, on a pris des avocats qui vont nous... Parce que ça se situe au niveau européen. Faut des monstres de juristes pour essayer de contrecarrer en fait des politiques qui se disent bon on signe pas mais au fond d'eux-mêmes pour vendre un peu plus d'alcool parce que c'est ça ou un petit peu plus de produits laitiers qui peuvent se faire sans Mercosur. On va perdre 100 000 emplois en France et on va à peu près ça va nous coûter pour l'économie 2,5 milliards. Et ça quand on demande aux politiques qui ont des éléments de nous les donner, ils ne veulent pas nous les donner. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas trop tard? Parce que comme vous l'avez rappelé, comme je l'ai aussi rappelé et mentionné tout à l'heure en introduction, les États membres ont donné leur feu vert pour la signature de ce Mercosur. Il va vraisemblablement être signé à partir du début de la semaine prochaine par Ursula von der Leyen. Est-ce que finalement, il y a encore un espoir? Je vais vous donner un exemple.
et je pense qu'on a le même exemple ensemble. On est patron, on a des salariés, on a des politiques, on a des gens, des consommateurs. Ouais. Quand le patron fait confiance à ses salariés, ça se passe très bien. Mais il y a un moment, si vraiment les patrons sont nuls, les salariés, soit ils se barrent, soit il ne faut plus confiance au patron. Et là, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire confiance à des politiques qui, franchement, depuis 25 ans, ça existe. Ça a été signé en 2019. Ça fait 6 ans. C'est pas 6 semaines ou 6 jours. Alors on dit c'est Trump avec ses taxes. Non, tout est organisé. Le problème, il fallait passer la pilule. Et là, on nous la passe en force. Alors c'est vrai, vous avez évoqué ce terrible chiffre qui est d'un suicide par jour, quasiment. Je reprends vos chiffres. Moi, j'avais entendu parler d'un suicide tous les 2 jours, mais vraisemblablement, ça s'accélère. Depuis 1 an, ça s'accélère. Est-ce que vous avez en tête systématiquement cette souffrance des agriculteurs lorsque vous servez les produits que vous achetez, justement, ces produits que vous servez à vos clients? Est-ce que systématiquement, lorsque vous avez une pièce de bœuf devant vous, vous vous dites ça a été fait à la sueur du front d'un agriculteur qui peut-être a mis fin à ses jours quelques jours plus tard? Alors nous, on l'a bien en tête parce que si vous voulez, nous, on dit toujours, la restauration, c'est un métier dur. Oui. Mais je peux vous dire qu'il y en a un qui est plus dur que celui-là, c'est agriculteur. Et j'ai beaucoup de potes agriculteurs, puisque nous, on se sert chez les agriculteurs en direct. Ils sont debout à 5h, 4h du matin. Faut aller à Rungis pour être à ce temps-là au travail. Et si vous voulez, oui, on a cette souffrance-là parce qu'on sait très bien, quand on travaille avec des petits agriculteurs qui sont au fin fond de la campagne, que non seulement il faut qu'ils arrivent à vivre de leur production, ce qui n'est pas le cas. Oui. Et deuxièmement, quand ils ont une famille, il faut faire 30 ou 40 km pour aller au football, au cours de piano, au cours de machin. Et à la fin du mois, on est au SMIG. Et quand je dis « on », je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a la même problématique. 80% de la restauration aujourd'hui, je dis bien 80%, oui. C'est des indépendants. Et des indépendants, on vit en dessous du SMIC. Ouais. Et c'est vrai. Il faut bien comprendre qu'on travaille 14-15 heures par jour pour rien et qu'on n'ose même pas en parler à nos enfants. Parce que nos enfants, ils sont demandeurs comme les copains qu'ils ont à l'école, qui vivent bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce que vous avez là, c'est ces cris-là qu'il faut entendre. C'est ce désarroi qu'on ne puisse pas faire vivre nos familles, que ce soit les agriculteurs ou 80% des restaurateurs. Justement, vous qui, comme vous l'avez rappelé, vous connaissez ces personnes qui parfois mettent fin à leur jour de façon très dramatique. Qu'est-ce qui pousse à commettre ce geste, généralement? Il y a un déclic, vraiment, le surendettement Non, la base aujourd'hui, évidemment, c'est le surendettement. C'est pas le surendettement, parce qu'un surendettement, en fait, c'est un endettement et avec des prix qui s'effondrent en permanence parce qu'on n'a aucune visibilité. Et il y a un moment, j'ai quelqu'un dans la tête, puisque heureusement, il est encore là. Je pense qu'il m'écoutera parce qu'il habite pas loin. Oui, il entendra. Il m'a dit, c'est grâce à des gens comme vous qui vous battez qu'on est encore en vie parce que j'ai fait 2 tentatives de suicide. Et comme j'avais plus d'argent, ma femme, elle m'a quitté et je vois plus mes enfants. Le problème, c'est la désocialisation de chacun d'entre nous. On fait des heures, on travaille à midi, on travaille au soir, on travaille. Nous, regardez celui-là qui se levait à 6h du matin, qui s'est fait attaquer par un voisin parce qu'il se levait trop tôt et il réveillait parce qu'il avait des betteraves et il faisait ses bêtes plus tôt. C'est-à-dire qu'on est en marge. Aujourd'hui, nourrir les Français, on est devenus des marginaux. C'est vrai que cette chute du monde agricole, si j'ose dire, ça nous rappelle aussi un peu la désindustrialisation que notre pays a connue à un moment donné, quand la France a complètement abandonné ses industries. Si le monde agricole s'effondre, quelles seront les conséquences pour vous dans les assiettes de vos clients? Est-ce qu'il va y avoir... Elles sont terribles. Elles sont terribles parce que, d'abord, si on importe déjà des produits, je vous rappelle, 52% des poulets qui sont consommés en France sont des poulets qui viennent de l'extérieur. Oui. Alors, si vous faites rentrer des animaux qui ont des hormones de croissance, 1, c'est pas bon pour la santé. Ouais. 2, on va manger comme deuxième mot grossier pour moi, je serai à l'amende. On va manger, comme le disait notre regretté Jean-Pierre Coff, de la merde. Ouais. On va manger de la merde. Et pas dans nos écoles, bizarrement. Parce que dans nos écoles, ils sont liés à la loi Egalim. Et des sociétés comme Elior et autres, ils ont devant des municipalités. Et les municipalités veulent le meilleur pour leurs administrés. On mange mieux à la cantine qu'au restaurant aujourd'hui? Aujourd'hui, on peut le dire, on mange mieux à la cantine que dans beaucoup de restaurants. De chaînes de restaurants. De chaînes de restaurants. Ah ouais. Et je vais vous dire quelque chose. C'est ce qui est important de voir. Moi, ça fait 50 ans. Enfin, je cache pas mon âge. Je vais avoir 68 ans dimanche. Ouais. Donc... Et c'est le moment où on doit dire, vous ne le faites pas. Oui, c'est gentil. Mais moi, ça fait 50 ans que je suis en profession. Et ça fait 50 ans que j'entends parler du problème agricole. Le problème agricole ne vient pas des agriculteurs. Le problème vient qu'ils se voient disparaître. C'est comme des familles d'animaux, et je ne les compare pas à ça, excusez-moi, mais qu'on a vu disparaître et on n'a rien fait. Et aujourd'hui, ces familles-là sont éteintes. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Parce que ces agriculteurs-là,
comme les bistrots et les cafés dans les villages, ils protègent la France. Parce que la beauté de la France, elle vient de l'agriculture. Faut pas rêver. Donc, faut savoir ce qu'on veut. Et c'est pour ça que je dis, il faut sanctuariser, pas muséifier, sanctuariser, protéger et donner tous les moyens aux agriculteurs comme aux restaurateurs traditionnels de se développer et de continuer à œuvrer et de nous préserver, tout simplement. Et est-ce qu'à cause de ce Mercosur, vous allez devoir mettre de la viande argentine, brésilienne dans vos assiettes maintenant ? Ah ben moi je le ferai jamais, à condition que j'ai toujours les éleveurs. Ouais. Si demain j'ai plus d'éleveurs, qu'est-ce qui va m'arriver ? Je deviens végétarien ? Je suis un idiot, quoi. Je propose des plats végétariens. Non, il nous faut nos éleveurs, il nous faut de la viande bovine. Alors, l'agriculture française, je vais vous dire ce qu'on peut lui reprocher. Ouais. C'est que c'est l'excellence de l'agriculture dans le monde. Alors le débat, il est là. Où on veut être champion du monde ou pas. Mais on aime bien la place de second ou de troisième. Le manque de chance, on a deux choses en France. Trois choses avec la haute couture et d'autres choses, et le vin. Mais on a l'agriculture française qui est d'excellence et la restauration aussi qui est d'excellence. On est tous les deux en train de disparaître. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut faire des choix. Au profit de chaînes. Oui. Alors, c'est pas une critique, mais il faut le dire. Au profit de chaînes avec l'agro-industrie. Si on veut du standardisé, si on veut du banal, si on veut du sans goût, on connaît les chaînes et on a un accroissement par cette pression des pays du Mercosur. Alors, juste une chose, parce qu'il y a quelque chose qui est apparu hier, je ne sais pas, vous avez peut-être fait référence, mais les chercheurs ont clairement, et c'est même l'OMS, je crois, qui a clairement mis en relation tous les produits commençant par E avec le cancer. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, dans les cochonneries de l'industrie agroalimentaire, quand vous voyez le petit E, alors E600 machin, c'est intimement lié à la naissance de cancer. Donc c'est un problème de santé publique aussi. Ah mais c'est un problème de santé publique. C'est à nous, Français, de savoir ce qu'on veut, de choisir dans les rayons de la viande et des produits français, à nos distributeurs d'arrêter de nous proposer que ce soit les cachons de carie ou d'autres de la viande étrangère, et de nous, restaurateurs ou familles, de ne pas choisir cette viande étrangère, qui sera effectivement 2 ou 3 euros moins cher, et alors, pris à 100 ou 200 grammes, ça revient à quelques centimes. Et la santé n'a pas de prix, effectivement. Exact. Mais comment expliquez-vous, parce que ça c'est intéressant ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez eu un joli cadeau de Noël de la part du gouvernement qui vous a donné des normes supplémentaires. Mais comment expliquez-vous qu'aujourd'hui vous soyez assommé par les normes, notamment des normes sanitaires, et qu'on fasse importer d'un autre côté de la viande qui ne respecte pas ces normes ? Enfin, est-ce que vous avez une explication ? Parce que ça paraît complètement fou de l'extérieur. L'explication, c'est les grands cérébraux qui disent faire du social en aidant ces pays-là, moyennant énormément de remises ou de transferts très opaques financièrement, en amenant, puisqu'on dit le bilan carbone, moi je vais à des réunions, on me dit ta bouteille, elle est même pas en plastique, parce que c'est pour le bilan carbone et le respect de l'environnement. Et là, à de milliers de kilomètres, on fait venir de la viande, des céréales, aux hormones transgéniques, et ça pose pas de problème. Donc on a des gens, mais ils sont intelligents, comprenez, ils ont beaucoup d'études, ils sont polytechniciens, ils sont énarques. Donc il faut ouvrir la bouche et écouter ce qu'ils disent. Et bien ça ne marchera pas avec le monde agricole. On voit où ils nous ont mené le textile, on voit où ils nous ont mené la sidérurgie. Avec l'agriculture, ça ne marchera pas. Et c'est pour ça que notre devise à la coordination rurale, c'est que laissez-nous travailler, c'est simple. On veut travailler, on veut vivre, on veut pouvoir donner. Mais en fait, le changement à l'agro-industrie ne va pas assez vite. Donc on nous matraque avec des normes, des contrôles et toutes cet organigramme qui n'existe pas dans la viande et dans les produits qu'on importe. Est-ce que vous avez le sentiment que l'Union européenne a sacrifié l'agriculture française sur l'autel du libre-échange ? Je pense que parfois l'Europe a bon dos. Les politiques depuis 20 ou 30 ans, on le disait, c'est comme la restauration. Il y a toujours plus, quand on regarde de points de vente, il y a toujours plus de points de production, mais c'est jamais avec les gens qui habitent le pays. C'est-à-dire que toutes les chaînes qui sont mises en place, tout ce qu'on pousse, puisqu'il en faut quasiment tous les 20 km, et on sait très bien de quoi on parle, eux, ils n'ont pas de problème. Mais est-ce que vous pensez que ça fait rêver ? Est-ce que vous allez faire le samedi et dimanche ces chaînes-là tous les jours pour manger ? On ne se fait pas plaisir. Donc cette diversité, elle dérange cette industrialisation, mais elle ne dérange pas, parfois ça bloque, mais ça ne dérange pas nos députés, nos sénateurs ou l'Élysée, qui eux mangent bien. Et pourquoi le citoyen n'aurait pas le droit de bien manger ? C'est ça qui me dérange. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est là-dessus qu'on va attaquer, puisqu'on lui a envoyé une lettre à Monsieur le Président de la République, on lui a dit tous ces produits qui vont rentrer ne correspondent pas aux normes que vous exigez de vos pays, non seulement par rapport aux agriculteurs, mais par rapport aux consommateurs. Et moi, j'ai des enfants. Les enfants, je veux qu'ils mangent bien, je veux qu'ils mangent sain, et je veux pas qu'ils mangent des produits où on dira t'inquiète pas, c'est bon, c'est comme les chaînes, t'inquiète, c'est bon. Ça, t'inquiète, on les croit pas. Nous, ils nous croient pas déjà. Nos gouvernants ne croient pas les Français puisqu'ils nous contrôlent, même avec des drones dans nos champs. Donc, c'est sûrement pas pour contrôler des champs qui ont été déforestés où il y a des élevages de 100, 200, 300 000 bêtes.
nourrissent sur du sable. Donc, faut arrêter. Et bon, c'est tout. Aujourd'hui, c'est même hors sol. Moi, j'appelle ça, c'est des gens hors sol. Et ils arrivent encore, à la veille des élections municipales, à nous dire qu'ils ont raison. Alain, en toute honnêteté, quand vous choisissez votre viande, vos légumes, est-ce que vous avez déjà été tenté d'aller vers des produits importés moins chers? Parce que vous aussi, vous avez vos contraintes économiques. J'ai les contraintes économiques, mais non, jamais. Mais bon, parce qu'on est maître restaurateur. Donc, maître restaurateur, on a une charge. Ouais. J'ai jamais été tenté. Par contre, j'ai regardé. Pour des confrères à vous, j'ai comparé. Et franchement, par exemple, la viande argentine, j'ai fait un jour une comparaison entre un faux filet français, race bovine, label rouge, et un faux filet argentin. Ah, c'était tendre, hein, le faux filet argentin. Pas de goût et que de la flotte. Ah ouais. Et de l'autre côté, vous aviez quelque chose qui avait du goût, qui avait vous le mastiquiez vraiment, sans qu'il soit ferme. Vous aviez quelque chose en bouche. Et sans produits nocifs pour la santé. Alors, sans produits nocifs pour la santé. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que nous, les restaurateurs, nous sommes des passeurs d'informations. Et d'informations pour la santé publique. Quand je vois Olivia Grégoire qui va faire passer l'éducation à l'alimentation dans les écoles, c'est très important. Oui. Mais je vous dis, c'est pas les écoles, c'est important de bien les éduquer. Mais 144 repas, grosso modo, pour les enfants dans les écoles. Mais on a 365 jours, 730 repas. Vous voyez, donc ils ont l'occasion de manger mal à peu près tout le reste de l'année, à part leurs 144 repas. Donc c'est ça il faut se battre. Et je pense que les gouvernements, mais depuis 50 ans, ne surveillent pas ce qui se passe pour les agriculteurs et pour nous les restaurateurs. Et là, je répète, quand M. Macron veut emmener, et ça il a raison, les bistrots et les cafés en France à l'UNESCO, il faudra un jour qu'il emmène l'agriculture française, parce que l'agriculture française, il ne faut pas la mélanger à l'agriculture des autres pays. Elle est unique. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la prétention. Quand on va visiter les agriculteurs, il ne faut pas les visiter que l'été pour faire plaisir aux enfants et rentrer dans les fermes. Il faut voir les produits qui sortent. Et c'est vrai qu'on a évoqué tous ensemble à plusieurs reprises dans cette émission déjà le nom d'Emmanuel Macron. Il se positionne comment dans cette histoire? On a l'impression que c'est quelque part un peu votre allié, puisqu'il a refusé de signer le Mercosur. Ça veut dire que d'une certaine manière, il n'y adhère pas non plus. Je ne vais pas revenir sur le dossier, mais si vous reprenez les discussions qu'il a eues en allant voir Lula au mois de novembre, ce n'était pas le même discours. Moi, je vais prendre plutôt quelqu'un qui aspire l'avenir, qui est proche de président brésilien. Voilà, je vais prendre quelqu'un qui respire l'avenir, qui est proche de l'âge de mes enfants. Je vais prendre l'approche du Premier ministre, monsieur... vous m'avez coupé. Excusez-moi, je vous ai coupé. Monsieur Gabriel Attal. Ouais. Monsieur Gabriel Attal, sur une belle... un beau tas de paille, il y a 2 ans, il avait dit il faut qu'on regarde pour sortir l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce. Ouais. Eh bien, je regrette. C'était une très très bonne réflexion. Mais monsieur Attal, il voit l'avenir, puisque lui, il n'a pas d'a priori. Oui. Mais il était un peu jeune. Et je pense qu'on lui a dit, ça, tu le gardes, parce que c'était une très bonne approche. Et c'est ce que demande l'ensemble, c'est pas syndical, l'ensemble des agriculteurs français, les pêcheurs, parce qu'il ne faut pas oublier que sur Réveil des terroirs, c'est le pêcheur président, et l'ensemble des autres pays. Donc c'est très simple d'avoir une bonne idée, mais encore faut-il qu'elle convienne à nos technocrates. Bien sûr. Alors nous sommes en direct aussi avec Éric de la Chênaie, qui n'a pas pu nous rejoindre sur ce plateau. Problème de transport, ça arrive au meilleur. Vous êtes journaliste au Figaro, spécialiste des questions d'agriculture et de ruralité. Vous avez suivi justement cette mobilisation des agriculteurs ce jeudi dans la capitale. Qu'est-ce que vous retenez de cette journée ? C'est-à-dire que ça a surpris tout le monde. D'ailleurs, bonjour Damien, bonjour à Monsieur Legras et à Monsieur Fontaine. L'année dernière, je me souviens, Patrick Legras va pas me démentir, ils avaient eu du mal, la SCR, à mobiliser, malgré tous les efforts qu'ils avaient faits. Et cette année, 1 an après, le contexte agricole a empiré et ils ont réussi à mobiliser et à surprendre tout le monde, y compris les forces de l'ordre, en arrivant à Paris avec les tracteurs. Et vous voyez, là, je suis avec un chauffeur de taxi qui comprend tout à fait le mouvement. Ils ont aussi la sympathie des Français, car ils savent bien, le peuple français sait bien que si on a 3 fois à manger dans nos assiettes, c'est grâce aux agriculteurs. Et dans quel état d'esprit les hommes et les femmes que vous avez croisés sur votre route hier étaient-ils ? Dans un état d'esprit mitigé, c'est-à-dire qu'ils sont totalement désabusés, mais ils croient encore à leur métier, ils sont encore des passionnés. Donc ils iront jusqu'au bout pour défendre leur métier, pour qu'on les laisse travailler en paix. En fait, ce qu'ils demandent, c'est pas tant une rallonge financière, mais c'est des conditions de travail sereines, des moratoires
sur les normes, des moratoires sur les contrôles administratifs et écologiques, et de travailler dans les mêmes conditions aussi que les voisins européens, c'est-à-dire avoir le droit d'utiliser des produits qu'en France on interdit, et que sans ces produits, ça rend encore plus difficile le travail d'agriculteur. D'autant qu'on voit bien avec les aléas climatiques, la neige, le froid, le vent, ça complique les conditions de travail que d'autres métiers n'ont pas. Donc, ce qu'ils demandent avant tout, c'est de la reconnaissance et qu'on les laisse travailler sereinement. Le gras, c'est ce qu'ils demandent, ils ne demandent pas plus. Excusez-moi Éric Dachet, je voulais juste faire rebondir Patrick Legras sur ce que vous venez de dire, sur ces revendications qui sont partagées par le monde agricole. Est-ce qu'elles trouvent un écho dans les ministères, puisque vous êtes aussi en contact avec le politique? Est-ce que ces contreparties qui sont parallèles à cette histoire de Mercosur, finalement, elles sont atteignables? Non, mais elles sont atteignables, mais quand on a un peu d'ancienneté comme on peut avoir nous deux, on sait très bien que là, la volonté, ça c'est que le Mercosur. Avec l'arrivée de l'Ukraine, on sait très bien que la visibilité sur les prix, sur ce que l'on va produire, sur ce qu'on va avoir besoin des gens, des producteurs de France, va s'atténuer. Parce que ça, c'est le Mercosur, mais en plus, il y a l'Ukraine, et l'Ukraine, c'est à peu près le même volume. Alors, évidemment, moins en bœuf, mais sur le poulet, sur les céréales, sur l'huile, on a le même volume. Donc, on se fait manger par deux géants qui sont à l'Est et à l'Ouest, et nous, on est là de se battre avec des normes. Et c'est ça. Donc, on se dit, mais arrêtez, à la rigueur, on se dirait, débrouillez-vous. Mais on essaye de tirer vers le haut la qualité pour la restauration, pour les assiettes, et malgré cela, on est noyé de sous-produits ou de produits d'aucun critère, d'aucune norme, parce que c'est ça le drame. C'est que on a, mais parce que ce qui régule nos politiques, c'est le commerce mondial. C'est tout. Justement, le gouvernement s'est défendu très récemment par la voix de Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, qui était l'invitée de plusieurs médias, dont BFM TV. C'était hier, et elle s'est défendue justement sur l'action du gouvernement sur le monde agricole. Je vous propose d'écouter. Les difficultés auxquelles ils font face. Et il est évident que l'ensemble des problèmes ne sont pas réglés. Je dis en revanche qu'on ne s'est pas réveillé hier pour commencer à agir. La loi d'orientation agricole, elle a mis du temps à être adoptée, mais enfin, elle l'a été adoptée l'année dernière. La question du contrôle administratif unique, qui était une demande très forte des agriculteurs lors de la crise de début 2024, il est aujourd'hui appliqué. Alain Fontaine, est-ce que les pouvoirs publics protègent suffisamment nos produits? Vous, en tant que restaurateur, quel est votre regard là-dessus? En tant que restaurateur, nous, mais les agriculteurs ont le même problème. On a un sujet, c'est qu'on est toujours trop cher à cause des... Parce qu'on parle des produits et tout ça, mais il faudrait parler des charges. Oui. Parce que les agriculteurs, comme les restaurateurs, pour sortir l'excellence, on a besoin de compétences. Et ces compétences, elles se payent. Donc effectivement, il va falloir, pour protéger, pour sanctuariser, comme je disais tout à l'heure, l'agriculture et la restauration traditionnelle, c'est effectivement de réfléchir aux charges sociales et à la fiscalité. Et ça, on va reparler du président, il l'a dit dans son discours de la Galette des Rois lundi. Il va falloir regarder la fiscalité et les charges sociales parce que ce qui nous encombre, ce qui nous pèse énormément sur nos résultats, c'est les charges sociales. On est très vite entre 40 et 50% de charges sociales dans la restauration traditionnelle, alors que les fast-food et autres, ils sont à 20 ou 25%. Non seulement il y a ça, mais il y a une concurrence déloyale sur les coûts. Voyez-vous ? Oui. Dernière question pour vous, Patrick Legras. C'est vrai qu'on voit des jeunes qui ne veulent plus reprendre les fermes, très clairement, avec le Mercosur. Qu'est-ce que vous dites à un fils ou une fille d'agriculteur qui hésite à s'installer? Est-ce que vous lui dites « vas-y » ou est-ce que vous lui dites « fuis pendant qu'il en est encore temps » ? Non, je peux pas. Moi, j'ai mon fils qui est derrière moi. Je peux pas lui dire ça. On l'aide, mais même en aidant, parce que n'importe quel, c'est comme les restaurants. Quand on met un jeune, je dirais, en route, et ben on le fait parce qu'on veut qu'il y ait une continuité dans notre entreprise. C'est par fierté. Et aujourd'hui, je ne peux pas dire ça. Moi, aujourd'hui, je préfère me battre vis-à-vis des injustices qu'on nous met en place, plutôt que de me battre pour dire je vais céder ma ferme, je toucherai de l'argent, je le mettrai à la banque, puis mes enfants, ils feront ce qu'ils veulent. C'est pas notre mentalité, et je pense que c'est pas la mentalité de 90% des agriculteurs, mais on peut pas jeter la pierre à celui qui dit je veux pas que tu le fasses, j'ai trop souffert, et parce qu'avec autour, ça devient le parcours du combattant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé, malgré je dirais notre implication dans le syndicalisme agricole, de dire il faut qu'on fédère les consommateurs, faut
faut qu'on fédère les autres professions et il faut qu'on montre qu'on ait un pouvoir vis-à-vis des politiques et en disant non, on va pas crever. Toutes ces valeurs de la restauration, de tout ça, c'est l'ADN de notre pays et ils vont pas nous le casser en voulant faire un membre. Je vais finir là-dessus. Il fallait que je vous le dise chez vous. On va pas finir comme les usines Tricatel parce qu'on a regardé le film il y a 50 ans. Et ben aujourd'hui, à l'aile ou la cuisse, on en est à ce point-là. On en est à ce point-là. Et c'était une parodie il y a 50 ans. Et ben aujourd'hui, la parodie est réalité. Et ce combat, votre combat, on va le suivre avec beaucoup d'attention. Merci à tous les deux d'avoir été autour de cette table. On poursuit cette émission avec une exposition qui va parler aux petits comme aux grands. Dragon Ball Z, Goldorak, j'imagine que tous ces mangas ont bercé votre enfance, votre adolescence et parfois même votre vie adulte, c'est pas impossible. Alors ne bougez pas d'un millimètre car nous allons parler de cette bande dessinée japonaise que nous avons tous consommée, parfois sans modération, faut bien le reconnaître. Bonjour Didier Pazamonique. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors vous êtes éditeur, vous êtes journaliste et surtout vous êtes commissaire de cette exposition que l'on recommande et qui est passionnante, je dois bien le dire. Je suis co-commissaire. Avec Estelle Boer qui est la responsable conservatrice Japon Absolument. Du musée. Vous avez raison de le préciser, vous partagez la vedette. En effet, et cette exposition, elle s'intitule « Manga, tout un art hein, ». On peut aller la voir au musée Guimet à Paris. Alors déjà, excusez-moi, je vais vous poser une question, mais qui m'est très personnelle, que je me suis toujours posée. Pourquoi un manga se lit-il à l'envers, déjà ? Parce que le japonais se lit à l'envers. Pour cette raison, tout simplement. Et donc, et quand il dessine les séquences, elles sont conçues pour être lues de droite à gauche. Et donc, au début, on retournait les mangas pour les publier en français, mais sauf qu'on voyait que ça marchait pas, en fait, parce qu'il y avait des gestes qui étaient antinomiques avec le sens de lecture. Exactement. Donc, au bout d'un moment, on s'est dit, on va lire comme les Japonais, on va respecter les Japonais, et voilà pourquoi on lit les mangas dans l'autre sens. Dans l'autre sens, absolument. Bon, écoutez, vous avez illuminé une partie de mon enfance. Pourquoi le musée Guimet a-t-il décidé d'accueillir cette exposition ? Parce que le manga est un art, et que le musée Guimet est le musée des arts asiatiques. Or, le manga, ça vient du Japon, c'est un art asiatique, donc pourquoi ce ne serait pas au musée Guimet ? Alors, vous avez raison de préciser que le manga est un art, parce que ça a été longtemps considéré comme une culture, mais l'idée de cette exposition, et dites-moi si je me trompe, c'est aussi peut-être de redonner ses lettres de noblesse au manga, de montrer que c'est un art à part entière. Oui, et puis c'est surtout de montrer que c'est un art d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait les estampes au 19e siècle, aujourd'hui il y a les BD. Et les BD en France comme au Japon sont considérés comme un art, donc il était temps que ça arrive en fait. Et comment vous définiriez d'ailleurs un manga ? En quoi un manga est-il différent d'une bande dessinée classique par exemple ? C'est simplement sa provenance du Japon, c'est ça ? Il y a ça, et puis il y a des pratiques qui sont différentes. On l'a expliqué tout à l'heure, ça ne se lit pas dans le même sens. Déjà, vous avez raison, Et puis les mangas en général sont beaucoup plus longs. Au fond, ils sont en temps réel. C'est des récits en temps réel, tandis que nous, on a des Tintins de 64 pages ou des Schtroumpfs de 48 pages. Il y a énormément d'ellipses, c'est-à-dire qu'on fait l'économie des longues séquences, ce que ne fait pas le manga, qui est plus cinématographique en fait. Absolument. Voilà. C'est vrai, et c'est vrai que le manga d'ailleurs n'a pas toujours été considéré comme un objet culturel. Hein. Est-ce que voilà, vous le disiez, que l'idée de cette exposition, c'était aussi de redonner une forme de noblesse aussi à ce médium qui est un véritable art à part entière. Est-ce que aussi, si j'ose dire, dans l'imaginaire collectif, le manga n'a pas été longtemps considéré comme un objet dérivé pour adolescents, en fait, et que l'idée, c'était de montrer que c'était aussi autre chose, le manga. Mais comme la BD, au fond. Oui, c'est vrai, oui, la bande dessinée. La BD a subi la même chose, alors pourquoi le manga c'est de la BD, donc c'est le cas pour les comics aux États-Unis. Donc l'intérêt de cette expo du musée Guimet, c'est que justement on donne une perspective. On montre que c'est en fait un art qui s'inscrit dans une tradition. Au XVIIIe, XIXe siècle, l'expo le montre bien, il y avait déjà une narration, il y avait déjà des dessins magnifiques, il y avait déjà des personnages absolument extraordinaires qui, comme Luffy, avaient des membres qui s'allongeaient. Et donc, Luffy, c'est One Piece, hein, pour ceux qui savent pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour bien de le préciser. Voilà, c'est un personnage de BD. Et donc, toute l'originalité du musée Guimet, c'est pas une expo Angoulême, c'est que c'est une expo qui montre ces mangas modernes
en perspective avec les créations anciennes de l'univers japonais. Angoulême qui accueille le fameux festival de la bande dessinée, absolument. Soyons concrets, comment avez-vous imaginé le parcours de cette exposition ? C'est ultra compliqué. C'est vrai ? Oui, c'est ultra compliqué parce que déjà, quand on est allé voir les éditeurs et qu'on leur expliquait qu'on avait 1 an et demi devant nous, ils nous riaient au nez. Ils nous disaient, mais comment vous allez faire en 1 an et demi ce que nous, on met 3 ans pour avoir une autorisation. En fait, c'est ultra compliqué avec les Japonais. Ah bon, pourquoi ? Parce que ça prend du temps, c'est des gens qui aiment bien que ça se fasse dans les règles, dans les normes, et nous, on était très pressés. Et puis surtout, on voulait montrer plein de choses. Un exemple, l'affiche. L'affiche, on a dû demander à un auteur français. Ouais. Parce que c'était pas possible pour les Japonais d'avoir sur la même affiche en même temps One Piece et Dragon Ball ou Astro Boy, parce que c'est des... Parce que l'un n'aime pas forcément l'autre. C'est des concurrents, alors ils veulent pas partager l'affiche. Donc ça donne un exemple. Un autre exemple, c'est qu'il y a très peu de femmes dans le parcours. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'il y a un moment où les femmes arrivent au pouvoir au Japon, c'est dans les années 60, c'est-à-dire que c'est le moment où elles décident de devenir mangaka, alors qu'il y en avait très très peu avant, et puis après... il faut obtenir des autorisations. Ouais. On voulait avoir une grande autrice japonaise comme Moto Hagio, c'était non. Ouais, tout simplement. Et donc... Voilà, c'est ça les contraintes d'une expo. C'est une expo chorale avec plein de créations. Et il y a des auteurs, c'est pas ça, il y a des auteurs sublimes. Par exemple, l'autrice de La Rose de Versailles est présente dans l'exposition. Ouais. De même que Margaret, la grande revue pour les jeunes filles japonaises. Mais à côté de ça, il y a Astro Boy, il y a forcément tout. Il y a One Piece, on en a parlé, il y a Dragon Ball. Et puis ce qui est intéressant, c'est que justement, en face, on met des objets. Oui. Par exemple, on vous explique que Dragon Ball, c'est un personnage qui est inspiré d'un roman chinois du XVIe siècle, qui s'est retrouvé au Japon, qui a été adapté par les Japonais. Mais en fait, Dragon Ball, c'est Son Goku, c'est le roi singe, c'est un vieux classique chinois. Et c'est ça aussi l'enseignement de votre exposition, c'est que les mangas contemporains, que l'on a tous lus, que l'on a tous regardés, parfois même en films d'animation, ils puisent leurs racines dans des contes traditionnels asiatiques. Exactement. Et alors, un truc, par exemple, que vont découvrir nos amis, les lecteurs de Dragon Ball, c'est qu'il y a une vraie Dragon Ball dans l'expo. Vraiment ? Ouais. C'est pas n'importe laquelle. C'est une Dragon Ball offerte par l'avant-dernier shogun à Napoléon III. Et là, on va découvrir qu'en fait, les Dragon Ball existent vraiment. Et on a une vraie boule de cristal, une vraie perle de sagesse, parce qu'en fait, c'est une traduction bouddhique. Elle est dans l'expo. Et à côté de ce cadeau diplomatique, parce que c'est un cadeau diplomatique. On a un autre cadeau diplomatique qu'on a fait venir dans l'expo. C'est une estampe signée Eiichiro Oda, c'est-à-dire l'auteur de One Piece, offerte à Emmanuel Macron. On a emprunté l'œuvre à l'Élysée. C'est pas vrai. Ah là, vous allez avoir du monde. Si vous nous dites ça, là, vous allez avoir des vagues de visiteurs. On espère bien qu'il y aura du monde. On vous le souhaite, effectivement. Alors, le manga, c'est vrai que vous avez parlé du 18e siècle, 19e siècle, ça s'est énormément développé. Est-ce que le manga, par exemple, du 19e siècle est le même que celui du 21e siècle ? Alors déjà, le manga, c'est un truc moderne. Le manga n'existe pas tant que cette tradition de la narration et du dessin japonais ne rencontre pas l'Occident. Voilà. En fait, c'est la rencontre avec les BD américaines et les BD françaises. Dans les années 50, c'est ça ? Non, à la fin du 19e siècle. Fin du 19e siècle. Ah ouais, ok. Donc c'est la BD américaine, la BD en général, elle naît au 19e siècle. Donc c'est pas avant. Donc tout ce qu'il y a avant, c'est pour ça qu'en fait il y a 3 expositions. Il y a une exposition qui s'appelle Avant les mangas, où là on va vous montrer, c'est le travail d'Estelle Boer qui est magnifique, où là on va vous montrer qu'il existait plein de choses avant, les bulles, les histoires, les feuilletons, le nombre d'épisodes. Vous savez qu'il existe des œuvres d'Okusa qui font 60 volumes, comme un One Piece d'aujourd'hui. Et puis il y a la vague d'Okusai, la fameuse vague qui est un peu la Joconde de Guimet, et qui est exposée en même temps que des œuvres européennes qui répondent, qui font un écho à cette vague. Donc il y a 3 expos. Un point important,
c'est que l'expo avant les mangas se termine le 26 janvier, donc il ne faut pas traîner. J'allais vous le dire, on vient de la voir à l'instant hein, sur les images sur le Figaro TV, cette fameuse vague. Est-ce qu'il y a des auteurs occidentaux que l'on connaît qui se sont inspirés justement de cette vague? Mais bien sûr, justement, pour les plus jeunes, il y a l'auteur de Pico Bog. Dans Pico Bog, il y a une vague. Pour les plus vieux, il y a Moebius qui a fait une vague magnifique. Il y a Manhara qui en a fait une autre. Manhara, c'est un grand auteur de BD un peu érotique. Et puis il y a Coco, qui est une survivante des assassinats de Charlie Hebdo, qui a fait une œuvre qui s'appelle Dessiner encore, dans laquelle la vague est complètement centrale. Et aussi, il y a plusieurs mouvements, hein, si j'ose dire, dans le manga, notamment un qui s'appelle le mouvement Gekiga. J'espère que je prononce bien. Oui, c'est pas facile. Moi, j'ai aussi mis du temps à... C'est pas simple. Hein. Quand on n'a pas fait japonais en langue vivante étrangère, c'est pas simple. Voilà, exactement. En fait, oui. Il y a eu un premier moment qui est important, c'est la création du monde du manga en fait moderne, et ça c'est Osamu Tezuka. Osamu Tezuka, il s'inspirait de Walt Disney. C'est un peu le père fondateur du manga moderne, si j'ose dire. Absolument. Et donc Osamu Tezuka, il a fait des grands yeux. C'est pour ça qu'il y a des grands yeux dans les mangas, parce qu'il avait vu Bambi et s'est inspiré de Bambi. Et puis, il s'est passé la même chose que ce qui s'est passé chez nous avec la création de Pilote, par exemple, et d'Astérix. C'est que ces BD pour les enfants, qui étaient limités aux enfants, les enfants, ils ont grandi et ils voulaient des bandes dessinées un peu plus matures. Et le mouvement Gekiga, c'est simplement des sujets qui sont plus modernes, qui sont plus artistiques, où il y a un peu de sexualité parfois, mais surtout, il y a beaucoup de batailles. Et ce qu'il n'y avait pas vraiment dans les bandes dessinées un peu plus gentillettes faites par Tezuka. Mais Tezuka, il n'a pas lâché l'affaire, il a fait lui-même des Gekiga, ce qui fait qu'il a pu rester jusqu'au bout, en fait. Et c'est vrai que vous parliez aussi de la présence assez restreinte des femmes dans cette exposition, mais parce qu'aussi, est-ce qu'on peut l'expliquer par justement ces shonen mangas, vous savez, ces mangas qui ont été dédiés finalement en premier lieu à des adolescents, qui étaient âgés de 10 à 18 ans, je dirais. Est-ce que c'est parce que justement, il y a eu toute cette vague qui s'adressait davantage aux garçons qu'aux filles, et c'est cette vague d'ailleurs, les shonen mangas, c'est ce qu'il y a de plus important aujourd'hui dans le monde. Mais c'est monstrueux. Déjà, c'est monstrueux à l'époque, en fait. Le fait que ça s'adresse plutôt aux garçons qu'aux filles, c'est comme les super-héros. Au fond, ou comme chez nous. C'est longtemps resté comme ça. Et c'est pour ça que c'était important qu'il y ait un moment dans l'histoire, et ce moment, on l'explique bien dans l'expo, qui est juste avant le shonen, où en fait les femmes vont reprendre le pouvoir sur les mangas. Mais le shonen... C'est shoujo manga cette fois-ci. Shoujo manga, en revanche, le shonen a beaucoup plus de succès. C'est-à-dire que là, le Shonen Jump, donc Shonen Jump, donc c'est pour les garçons, est passé de 20 000 à 1 million d'exemplaires en quelques semaines, et puis à 6,4 millions par semaine en 1994. Nulle part au monde, on a des chiffres pareils. Une dernière question un peu plus personnelle que je voulais peut-être vous poser. Quel regard portiez-vous sur le manga avant de travailler sur cette exposition? Est-ce que ce regard a évolué après Vous avez vu mes cheveux gris, je suis vieux. Oh non, vous les faites pas, vos 25 ans, vous savez. Je suis vieux, donc j'ai commencé avec les Schtroumpfs et Tintin. Et donc, j'ai trouvé dans le manga une diversité qu'il n'y a pas dans la BD européenne. Franchement, d'abord, il y a énormément de genres de manga, et puis surtout, ce qui nous renouvelle un peu nos lectures d'aujourd'hui, c'est qu'avec les super-héros, c'est un peu toujours la même chose. Les BD franco-belges, il faut bien dire qu'on n'a pas un Goscinny par décennie. Eh bien, tout à coup, on découvre 30 ans ou 40 ans ou 50 ans de manga en quelques années. Et c'est pour ça qu'il y a une telle qualité, c'est qu'au fond, on découvre aujourd'hui des choses qui ont été créées parfois il y a quelques décennies et qui sont d'une qualité unique, et on reçoit en fait le meilleur aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de mangas qui sont publiés que ça, il y en a 13 000 par an, et on a la crème qui arrive chez nous. Eh bien, merci beaucoup Didier Pazamoning, merci d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes journaliste, éditeur et co-commissaire. Je tiens à vous partager l'affiche absolument de cette exposition avec Estelle Bauer. Ça s'appelle Manga tout un art, et on peut aller effectivement la visiter au musée Guimet à Paris. Merci d'avoir été sur ce plateau. Absolument, et on termine cette émission avec la chronique que vous attendez tous. Par ici, elle est sortie.
Je dis que vous l'attendez tous parce que forcément, vous pouvez être passionné de manga et on vous encourage à aller au musée Guimet. Mais peut-être que vous avez envie d'aller voir des pièces de théâtre, de la danse. Vous avez peut-être envie d'aller au cirque. Et bien heureusement, Bernard Babkin est là pour nous élargir les chakras. C'est ça, on dit ça comme ça. En tout cas, vous allez nous élargir l'horizon des sorties. Je sens qu'on fait un très bon début d'année. Ça commence bien. Bonne année, Bernard. Bonne année, on n'a pas eu l'occasion oui. de se croiser, Non, absolument. non, bonne année. Bon, vous êtes journaliste culture à Madame Figaro, hein, voilà. Oui. En plus d'aller au théâtre, puisque vous êtes allé voir Oh les beaux jours. Alors Oui. ça, c'est au théâtre de la Porte Saint-Martin que ça se passe. Petit Saint-Martin. Alors attendez, ne dites rien, parce qu'on a quelques secondes de cette pièce de théâtre, de ce spectacle. Je voudrais qu'on regarde quelques secondes et on en parle juste après. Bon là Bernard, Voilà. il va falloir que vous nous expliquiez là, parce que moi un parapluie fumant, si vous voulez, j'ai du mal à l'interpréter. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une sorte d'ombrelle, hein, et puis c'est vous connaissez un peu l'idée du spectacle? C'est du Samuel Beckett, il y a de l'absurde, voilà. Oui, et puis c'est sur le monde, c'est une femme qui est... Oh les beaux jours, ça a d'abord été créé aux États-Unis en anglais, puis après l'adaptation française, et ça a été joué magnifiquement bien et très longtemps par Madeleine Renaud. Ah oui. Ça a été le rôle un peu emblématique de Madeleine Renaud. Et donc c'est une femme qui est, voilà, comme on l'a vu... Qui s'appelle Winnie, hein, c'est ça? Qui s'appelle Winnie, qui a un mari, qui s'appelle Willy, qui est muet, qui lit son journal, qui s'en fout un peu. Mais elle est contente, elle lui parle de temps en temps comme ça. Lui, il est un peu caché. On voit surtout elle, hein, et qui est dans un tas de sable, c'est dans une sorte de désert. Il y a du soleil, d'où le parapluie ou l'ombrelle, on veut, qui fait un peu paratonnerre aussi, donc ça attire un peu, ça attire les éclairs ou ce qu'on veut. Beckett a donné énormément d'indications sur la qualité, la couleur du décor, sur le décor, les lumières, sur tout ce qui est les accessoires. Il y a un vrai cahier des charges. Il y a un cahier des charges qui s'appelle les didascalies, et ça c'est énorme. Donc il faut un peu les respecter. Donc tout le monde les respecte, donc on est toujours dans ce décor de désert, avec une femme à moitié enterrée comme ça dans un tas de sable. Qu'est-ce qu'elle fait dans le tas de sable? Et bien là, elle est là, elle attend que le jour se passe, elle attend. C'est un peu la fin du monde. Et on attend toujours avec Samuel Beckett, parce que moi je me souviens quand j'étais gamin, aller voir En attendant Godot, là on attend encore. Alors sauf que Godot il n'arrive jamais, et que là la fin du jour peut arriver, donc elle attend. Alors c'est assez pessimiste sur l'idée parce que c'est à la fois la fin de sa vie mais la fin du monde aussi, parce que petit à petit elle s'engloutit. Au deuxième acte, on voit plus que sa tête, et puis elle a son sac avec des petites affaires. C'est à la fois une petite fille parce qu'elle regarde ce qui se passe autour d'elle. Son monde il est réduit à ce qui est à la portée de sa main, hein, comme ça. Donc elle voit les fourmis qui passent, elle décrit tout ça, elle se met un peu de rouge à lèvres, elle se repeigne, et en même temps, elle est un peu philosophe et elle se dit que c'est la fin du monde, et qu'elle s'enlise, et que le monde s'enlise, et que c'est la fin de tout. Ah oui, c'est assez pessimiste en effet. Non, parce qu'elle reste très optimiste, elle est très joyeuse, très souriante, très solaire. Très solaire, en plus, il fait une chaleur épouvantable. C'est-à-dire que malgré la fin du monde, il faut toujours garder espoir, c'est ça en gros Oui, c'est un peu le message, et c'est le message que je vous donne aussi, hein, parce que vous savez qu'on va tous mourir. Arrêtez. Non mais moi, vous savez, quand vous me donnez des informations comme ça, en plus exclusives, si vous voulez, il faut me préparer psychologiquement. Voilà, alors vous, ça va être dans très longtemps. Mais donc, vous aussi. Oui, moi aussi. Mais elle reste très positive, très joyeuse, et elle observe le petit monde qui est autour d'elle, et elle en déduit tout ce qui se passe dans le monde entier aussi. Et c'est un grand metteur en scène qui se cache derrière ça, c'est Alain Françon. Hein. Travaille beaucoup avec Dominique Valadier. Ils se connaissent très bien. Alors, il y a eu beaucoup d'interprètes de Les Beaux Jours de Winnie. Dominique Valadier, elle le fait avec beaucoup d'humour, de gentillesse, un peu enfantine, mais pas trop. Elle reste quand même une femme. Elle reste une femme qui a envie de plaire, qui a envie de se plaire. Il y a une forme de finesse aussi dans son jeu. C'est ça. Puis il y a un jeu, elle est magnifique. Hein, Dominique Valadier, c'est une actrice merveilleuse. Et Françon connaît Beckett par cœur, parce qu'il avait justement aussi mis en scène En attendant Godot. Il avait mis en scène également Fin de partie. Voilà. Il met en scène des Marivaux. Et là, on attend avec impatience Vincent de Dienne. Mise en scène par Alain Françon, qui va jouer Le mariage de Figaro. Formidable. Mais au mois de mars-avril.
qui était dans un fait d'eau, je crois, il y a quelque temps, non? C'est ça? Alors, qui était dans un labiche. Dans un labiche. Moi, je confonds toujours les deux. Voilà, oui, heureusement que vous êtes là pour me reprendre en plein vol quand je m'égare. Ressaisir. Bon, on va pas parler de Vincent De Dienne, on va parler d'Alex Lutz, hein, un autre grand comique hein, qui se produit au Cirque d'Hiver jusqu'au 26 avril 2026. C'est son 3e spectacle. Hein, alors, j'allais dire qu'il se reproduit au Oui, c'est ça. Oui. Que... Alors, c'est un spectacle familial. Parce que c'est une reprise, oui. C'est un spectacle totalement familial. C'est une reprise, et là, c'est agréable parce que c'était archi plein, hein, les premières représentations. Donc, elle revient pour quelques dates, puis le mois prochain, etc. Donc, il faut se précipiter sur les places, hein, sur les locations, parce que ça va être plein. Le Cirque d'Hiver, c'est où il a créé le spectacle. Donc, il adore les chevaux. Hein, il a des chevaux aussi. Donc, dans le spectacle, il a inclus 2 de ses chevaux qui sont là aussi. Ça va très bien sur la piste du Cirque d'Hiver. C'est un spectacle fabuleux, c'est un seul en scène, où il raconte, c'est à la mort de son père, et il a eu l'idée de faire ce spectacle. Son père souffrait de la maladie de Diogène, qui rassemblait tout. Donc il y a un bric-à-brac terrible au milieu de la scène, comme ça, avec tous ses souvenirs, et il puise là-dedans, et il raconte la vie de son père, de sa mère, de la famille, et en même temps, avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'humour aussi, de causticité, et il fait aussi un truc formidable, c'est qu'en racontant la vie de sa famille, ça raconte aussi l'histoire du siècle. Ça raconte notre histoire. Donc on est tous... il se moque un peu des parents, des grands-parents, de sa fille, des enfants, des petits-enfants, tout ça. Donc on est tous concernés. C'est pour ça que c'est un spectacle très familial. Mais partir de la mort de son père pour faire un spectacle d'humour, c'est assez fort, parce que le début n'est pas très réjouissant. Non, mais j'allais redire, mais on est tous destinés à mourir. Oh non, mais arrêtez avec ça. On veut passer un bon week-end, Bernard Bafkine. Mais c'est un très bon week-end parce qu'il rend un hommage. Mais c'est un classique. Hein. On sait bien que les gens qu'on aime, on leur dit jamais assez qu'on les aime. Voilà. Donc là, c'est une façon de dire à son père tout le bonheur qu'il a eu de le connaître, d'être son fils, et puis tout ce qu'il lui a jamais dit. Donc là, il lui dit sur une scène avec nous, et on participe à cette confiance. Et comment vous êtes ressorti de ce spectacle? Remué, ému, enthousiaste? Ah non, enthousiasmé, parce que c'est un excellent comédien, il sait tout faire. Il fait tous les personnages, donc on le sait, avec Catherine et Liliane, c'était quand même d'autres. Non, on retrouve cet humour-là quand même aussi. Donc il fait sa mère, il fait un dîner en famille qui est incroyable, avec la fille qui est végane, et la mère qui a fait des saucisses, enfin... et puis il se plonge dans chaque personnage, il arrive à les animer, c'est un mime en même temps, il danse bien, il prend les voix, et puis c'est très touchant, parce qu'on a tous eu une famille. C'est vrai, vous avez raison. Après, il existe des saucisses véganes, hein, je crois, hein, mais bon. Ah oui, mais alors, si elles sont véganes, pourquoi on appelle ça saucisse? Ah ben alors là, vous savez, il reste plus que 2 minutes 30, ça va être très compliqué de partir sur ce débat-là. Je reviendrai sur l'idée de la saucisse. Ah oui, alors là, ce sera mouvementé, hein. Mais je serai de votre côté. C'est comme un steak vegan, pourquoi steak? Voilà. Bon. Bref, on en parlera plus tard. Mon côté Wertheimer, ça c'est au Théâtre 13, et c'est la dernière recommandation que vous vouliez nous faire, ça se trouve dans le... 13e. Oh, vous êtes trop fort. Le sujet est très contemporain, et cette fois-ci, il est question de santé mentale. Ah oui. Oui, c'est Chloé Oliveres, c'est une actrice qui a fait le conservatoire, qui travaille, qui joue, etc. Et là, c'est un seul en scène, à nous encore. Et de temps en temps, elle n'est pas très en forme, elle a fait une psychanalyse, elle fait des choses là. Elle se pose des questions sur elle-même, elle se dit, est-ce que je suis bien raisonnable, est-ce que je ne suis pas un peu folle? Et alors, elle se rend compte que dans sa famille, donc son arrière-grand-mère, sa grand-mère, sa mère, sont toutes un peu borderline. Et l'arrière-grand-mère était ce qu'on appelait à l'époque mélancolique, elle souffrait de mélancolie. Le mot est bon. Mais la réalité est beaucoup plus cruelle. La mélancolie, c'était vraiment quelqu'un... Elle avait été enfermée à Sainte-Anne, on faisait des électrochocs, c'était le temps des lobotomies. Enfin, donc, elle raconte l'histoire de son arrière-grand-mère, de sa grand-mère qui a Alzheimer, de sa mère qui est un petit peu chancelante, un peu étrange, et puis d'elle qui se trouve un peu bizarre de temps en temps, et elle se dit, mais... C'est un petit peu à la mode, la psychogénéalogie, mais est-ce qu'elle n'aurait pas hérité de tout ça, et est-ce qu'il n'y aurait pas un fil rouge, là, qui l'amène à elle? C'est un voyage à travers le temps des maladies psychiques, finalement, si je comprends bien. Oui, et puis à travers sa vie à elle. Hein. Donc elle parle de beaucoup de choses, c'est un spectacle qui est assez d'abord très personnel, c'est assez cocasse, c'est assez émouvant, c'est parfois drôle, et j'ai une petite réserve, c'est très copieux. C'est copieux, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. Ah oui, parce que ça parle de patriarcat aussi, je crois. De tout. Elle a voulu mettre un peu tout le siècle dans un spectacle. C'est militant un petit peu, peut-être? Oui, un petit peu aussi. Elle se moque un peu de nos contemporains, mais ça mériterait d'être un tout petit peu condensé.
Eh bien, vous savez quoi, Bernard Babkin ? On va tous mourir un jour. Voilà. Bon Ah oui, je voulais vous le répéter. Bonjour. Et ce sera moi le dernier qui vous le dirai. Bonjour le week-end. Et bon week-end. Merci à vous. Merci d'avoir été sur ce plateau Journaliste Culture à Madame Figaro. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine pour des émissions spéciales depuis le Grand Palais à l'occasion du bicentenaire du Figaro. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end et à très vite sur le Figaro TV.